Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de présentation des notes de cours du chapitre 16 Système dynamique linéaire. Cette quatrième vidéo sera consacrée à la deuxième partie de la section 4, c'est-à-dire à partir de la sous-section matrice conforme, puisque ce qui précède a été présenté dans la vidéo numéro 3 sur ce chapitre. Notre objectif, c'est vraiment de comprendre et de dessiner le portrait de phase d'une matrice de 2 dans le cas où elle est diagonalisable sur C. Et pour atteindre cet objectif, on va commencer par traiter un cas particulier, celui d'une matrice dite conforme. Et on va tout de suite au premier slide pour regarder la définition. Alors ça, c'est le premier slide de la sous-section 4.5 matrice conforme, mais on va tout de suite aller au slide suivant pour regarder la définition d'une matrice conforme. Donc voilà la définition. Une matrice conforme, c'est simplement une matrice de 2 qui est de cette forme-là, avec alpha bêta de réel, alpha sur la diagonale, moins bêta bêta sur l'autre diagonale. Ou bien, dit autrement, si on note I, la matrice de l'identité, et J, la matrice de la rotation d'angle pi sur 2, une matrice conforme, c'est simplement une matrice de la forme alpha i plus bêta j, où alpha et bêta sont deux réels. Au passage, les matrices i et j elles-mêmes sont des cas particuliers de matrices conformes pour des valeurs particulières des coefficients alpha et bêta. Et on va maintenant revenir au slide précédent pour justifier d'où vient cette définition. Eh bien, cette définition, elle vient du fait que si à partir de deux réels alpha bêta, vous considérez le nombre complexe lambda égale alpha plus i bêta, et si vous regardez la transformation de C dans C, qui est simplement la multiplication par lambda, qui a tout nombre complexe associé Z associe lambda Z, et si enfin cette transformation qui consiste à multiplier par lambda dans le plan complexe, vous la regardez non pas comme une transformation de C dans C, mais comme une transformation de R2 dans R2, bien sûr, vous savez depuis bien longtemps qu'on peut identifier R2 et C à travers ces deux correspondances qu'on a appelées complex et real, qui sont inverses l'une de l'autre et qui mettent en correspondance un couple xy de réel et le nombre complexe x plus y. Ces correspondances permettent de voir la multiplication par lambda dans le plan complexe, m lambda, comme une transformation de R2 dans R2 qu'on a noté C de lambda, et qui consiste, à partir d'un couple xy de réel, à lui associer le nombre complexe x plus y, à le multiplier par lambda, puis à en prendre la partie réelle et la partie imaginaire. Eh bien, cette transformation C de lambda, c'est une transformation linéaire de R2, dont la matrice est la matrice conforme associée aux coefficients alpha et bêta. Justification très simple, si vous prenez ce produit de deux nombres complexes, la partie réelle du produit, c'est alpha x moins bêta y, ça correspond bien aux deux coefficients de la première ligne de cette matrice, alpha x moins bêta y, et la partie imaginaire de ce produit, c'est bêta x plus alpha y, bêta x plus alpha y qui donne la seconde ligne de la matrice. Tout ça devrait vous rappeler quelque chose. Ça vous rappelle quoi? Eh bien, ça devrait vous rappeler cet exercice, l'exercice 2 du TD2 du chapitre 9 d'introduction à l'algèbre linéaire. Donc ça remonte au tout début du cours sur l'algèbre linéaire du second semestre. C'est exactement ça qu'on avait fait dans cet exercice. On avait considéré la transformation de C dans C qui consiste à multiplier l'argument Z par un nombre complexe. Alors, sauf que dans l'exercice, le nombre complexe était noté alpha. Et dans la première question de l'exercice, on demandait de donner l'expression et la matrice de la transformation de R2 dans R2 correspondant à cette multiplication par un nombre complexe. Dans l'exercice, on avait noté M de alpha cette matrice, et donc M de alpha, c'est une matrice conforme. Et voilà, dans la correction,
l'expression de cette matrice conforme associée à la transformation m de alpha. Et vous voyez, c'est vraiment exactement la même chose que le diagramme qu'on a ici dans les notes de cours. Tout ça nous permet donc de comprendre ce que c'est qu'une matrice conforme, et on peut avancer jusqu'à ce corollaire qui décrit géométriquement la transformation associée à une matrice conforme. Et ce corollaire traduit simplement le fait que quand vous multipliez un nombre complexe z par lambda, eh bien, le module du nombre complexe obtenu, c'est le module de z multiplié par le module de lambda, et l'argument du nombre complexe obtenu, c'est l'argument de z plus l'argument de lambda. Donc, cette transformation-là, quand vous la regardez comme une transformation de R2 dans R2, c'est une homothétie rotation. C'est une homothétie de rapport module de lambda composée avec une rotation d'angle argument de lambda. Et vous pouvez les appliquer dans l'ordre que vous voulez parce que les homothéties, ça commute avec toutes les autres transformations linéaires, donc en particulier avec les rotations. Et ça fournit une autre définition possible de ce que c'est qu'une transformation conforme. C'est la composée d'une homothétie du plan et d'une rotation du plan. Et c'est cohérent avec l'étymologie de l'adjectif conforme qui signifie qui préserve la forme. Donc homothétie et rotation, bien sûr, ça préserve la forme. Et on peut passer au slide suivant. Alors le slide suivant, il est consacré au calcul des éléments propres, valeurs propres et sous-espaces propres d'une matrice conforme. C'est un calcul élémentaire. Mais si vous regardez la remarque qui suit la démonstration, vous verrez que ce résultat, l'expression des valeurs propres et des vecteurs propres, ça ne va pas être directement utile dans la suite. Donc c'est un calcul dont on pourrait se passer, mais on va quand même le mener parce qu'il est vraiment très simple et il fait partie, ce calcul, de la compréhension de l'objet matrice conforme qui va nous permettre de tracer les portraits de phase en dimension 2 en présence de valeurs propres complexes conjuguées. Donc comme cet objet matrice conforme est important et comme ce calcul est très simple, on va le mener. Alors on s'est placé dans le cas où bêta est non nul, parce que le cas où bêta est nul est un peu particulier. Si bêta est nul, la matrice est simplement alpha l'identité, c'est une homothétie de rapport alpha, et il y a une seule valeur propre, double, qui est alpha. Mais si bêta est non nul, qu'est-ce que nous dit cette proposition? Elle nous dit que les valeurs propres sont complexes conjuguées et valent simplement alpha plus i bêta et sont conjuguées. Et les vecteurs propres, eux aussi complexes conjugués, puisque la matrice est à coefficient réel, valent simplement 1i et 1 moins i. Voilà. Bon, démonstration vraiment très simple. Voilà l'expression du polynôme caractéristique d'une matrice conforme. Si vous calculez ces racines, vous trouvez que les racines, elles valent lambda et lambda bar. Et si vous cherchez l'espace propre associé à la valeur propre lambda, il faut soustraire à alpha plus bêta j lambda identité. Et quand vous faites ça, vous vous retrouvez avec cette matrice. Comme bêta est non nulle, cette matrice elle est de rang 1. Donc elle a un noyau de dimension 1 et un vecteur de son noyau, c'est le vecteur 1i. Il suffit de le vérifier. Et c'est pas la peine d'en dire plus sur cette proposition, on peut passer à la suite. Alors pourquoi est-ce qu'on a commencé par regarder le cas des matrices conformes? C'est parce que le portrait de phase du système différentiel associé à ces matrices, il est facile à dessiner. Non seulement il est facile à dessiner, mais on l'a déjà dessiné. On l'a déjà dessiné dans le cours équation différentielle et même dans le cours de trigonométrie du début de l'année. Et la raison tient à la définition même de ce qu'est une matrice conforme. Une matrice conforme correspond à une transformation qui agit comme la multiplication par lambda en complexe. Et du coup, le système différentiel associé, ce système-là, suivant lequel
la vitesse instantanée de la position xy, c'est la matrice conforme associée à xy. Ben, si vous lisez ça en complexe, ça devient la vitesse instantanée de variation de z est égale à lambda z. Et cette équation-là, différentielle en complexe, on en connaît les solutions. Les solutions, elles sont de la forme t donne z0 e puissance lambda t, où z0 c'est la condition initiale. Et ça, on sait tracer. Les trajectoires, c'est des cercles ou des spirales. Là, je suis revenu au slide précédent. Et si on a un petit doute sur cette expression z0 puissance lambda t avec une exponentielle complexe comme étant l'expression des solutions de cette équation différentielle z point égale lambda z, si on a un petit doute, eh ben on peut exprimer cette équation différentielle en coordonnées polaires, donc en posant z égale ρ puissance iθ. Eh ben, en remplaçant cette expression en coordonnées polaires dans l'équation z point égale lambda z, ce qu'on a fait ici, eh ben vous obtenez le fait que ρ vérifie une équation différentielle linéaire qui est juste ρ point égale alpha ρ. Quant à l'angle θ, lui, il varie avec une vitesse constante, vitesse angulaire constante, et la vitesse angulaire, elle est donnée par bêta. Les solutions de chacune de ces deux équations, on sait les calculer. Elles sont exprimées au-dessous, ici. Et quand on les combine et qu'on revient à l'expression complexe, eh ben on retrouve l'expression z de t égale z de 0 puissance lambda t. Mais surtout, cette expression des solutions en coordonnées polaires, ça permet de justifier les dessins du slide suivant. Donc je vais au slide suivant. Et ça permet de justifier ces dessins, ces portraits de phase, ces dessins des trajectoires, puisque les solutions, elles tournent avec une vitesse angulaire constante bêta, et pendant ce temps-là, l'argument se comporte comme e puissance alpha t. Donc si alpha égale 0, l'argument est constant, les solutions tournent à vitesse angulaire constante sur des cercles. Là, c'est encore alpha égale 0. Donc, dans le sens trigonométrique, si bêta est strictement positif, dans le sens anti-trigonométrique, si bêta est strictement négatif. Ça, c'est pour alpha égale 0. Et si alpha est non nul, si alpha est négatif, par exemple sur le premier dessin ici, les trajectoires se rapprochent de l'origine dans l'avenir, et pendant ce temps-là, elles tournent ici avec une vitesse angulaire négative, ici avec une vitesse angulaire positive. D'accord ? Et puis la même chose, si alpha est positif, cette fois-ci, les trajectoires s'éloignent de 0 dans l'avenir, et pendant ce temps-là, elles tournent avec une vitesse angulaire bêta qui peut être négative ou positive. Et donc en combinant les trois signes possibles, c'est-à-dire négatif, positif ou nul, pour chacun des deux coefficients alpha et bêta, vous obtenez les 6 cas qu'il y a ici. Mais ça n'est rien d'autre que des rappels de choses qu'on avait vues dès le cours de trigonométrie et qu'on avait revu ensuite dans le cours équation différentielle. En tout cas, on est très content parce que le portrait de phase pour un système différentiel associé à une matrice conforme, on sait le tracer. Et vous vous souvenez, qui plus est, les tailles relatives de alpha et bêta, là je ne parle pas des signes, je parle des tailles en valeur absolue, vous disent si la solution tourne beaucoup pendant que le module varie peu, ça c'est si bêta est grand devant alpha, ou au contraire, si la solution tourne assez peu en angle pendant que le module varie rapidement, ça c'est si alpha est grand devant bêta. Ok, en tout cas, tout ça permet de tracer les portraits de phase d'une matrice conforme, du système différentiel associé à une matrice conforme. Si on revient au sommaire, on voit qu'on a traité en intégralité la sous-section consacrée au portrait de phase d'une matrice conforme. Prochain objectif, le portrait de phase d'une matrice diagonalisable sur C quelconque. Et en fait, dans cette sous-section, on va avoir deux sous-parties que j'ai distinguées ici de façon manuscrite. Alors, dans la première sous-partie, on va essayer d'exploiter directement les modes propres complexes, et puis au passage de mieux en comprendre la géométrie. Et puis la décomposition des solutions en mode propre va nous permettre d'obtenir une expression des solutions réelles. Et
puis les modes propres vont nous permettre aussi de diagonaliser dans C2. Alors, tout ça c'est très bien, c'est très intéressant. Ça permet d'étendre l'intuition qu'on avait de la décomposition en mode propre sur R, de l'étendre au cas de mode propre complexe. Puis cette expression des solutions réelles, vous allez voir, ça va vous rappeler le chapitre équation différentielle. Mais du point de vue de notre objectif qui est de dessiner le portrait de phase dans R2, cette première partie, elle ne va pas aboutir. En fait, elle va aboutir à une meilleure compréhension de la dynamique dans C2, mais pas dans R2. Donc à l'issue de ces 4 sous-sections, on sera un petit peu dépité, déprimé. Et à ce moment-là, vous verrez dans une tentative un peu désespérée, on fera un truc un peu fou qui sera expliqué à ce moment-là. Et ça va marcher, ça va permettre de conjuguer la matrice à une matrice conforme. C'est ce qu'on fera dans la deuxième partie qui est indiquée ici. Donc si vous êtes pressé, aux notations près, vous pouvez tout de suite aller à la deuxième partie pour le dessin du portrait de phase. Mais dans la vidéo, je vais quand même vous présenter la première partie qui a son intérêt propre et on va tout de suite aux notations. Alors ici, on va simplement supposer que le discriminant delta de la matrice A est strictement négatif. Dans ce cas, on sait qu'on a deux valeurs propres, complexes conjuguées, non réelles, c'est-à-dire de parties imaginaires non nulles, et donc distinctes. Et si on note lambda une des deux valeurs propres, par exemple la valeur propre de partie imaginaire strictement positive, et si on note W, un vecteur propre associé à cette valeur propre, on sait que le complexe conjugué, le vecteur complexe conjugué W bar, obtenu en prenant les complexes conjugués des deux coordonnées de W, est un vecteur propre associé à la valeur propre distincte, lambda bar. Et ces vecteurs, comme ils sont W et W bar, comme ils sont associés à des valeurs propres distinctes, ils sont non collinéaires, et donc ils forment une base de C2, une base de vecteurs propres de C2. Et donc on a les deux dessins suivants. Côté gauche, les deux directions propres complexes, qui sont deux droites complexes conjuguées, supplémentaires dans C2. Et puis côté droit, le fait que tout vecteur de C2 peut s'écrire comme une combinaison linéaire de W et de W bar. Ici, on a noté Z et Z star, les coefficients de la combinaison linéaire. Attention, les deux droites complexes CW et CW bar, qu'on a représenté ici à gauche et à droite, elles s'intersectent seulement en 0. C'est des sous-espaces supplémentaires, c'est des droites complexes non collinaires, donc de deux sous-espaces supplémentaires de C2. Alors, avec tout ça, on peut appliquer ce qu'on a appris dans la section 3, allons voir la proposition 11. Et la proposition 11, elle nous dit que dans le cas diagonalisable, que ce soit diagonalisable sur R ou sur C, toute solution se décompose en mode propre. Toute solution peut s'écrire comme une combinaison linéaire de modes propres. Ou dit autrement, les modes propres forment une base de l'espace des solutions. Et donc, associés à nos deux vecteurs propres complexes conjugués, on a deux modes propres complexes conjugués qui forment une base de l'espace des solutions. Et ça permet donc d'exprimer toute solution réelle mais même complexe comme une combinaison linéaire de ces deux modes propres. Alors c'est très bien pour exprimer les solutions, mais nous notre but c'est de les dessiner. Alors l'expression des modes propres eux-mêmes nous donne une petite idée du comportement de chacun des deux modes propres. Chaque mode propre c'est une solution qui vit dans la droite complexe engendrée par le vecteur propre, et avec le temps, ce vecteur propre, il est multiplié par E puissance lambda t, donc d'une certaine manière, il tourne dans la droite complexe. D'où les deux dessins ci-dessous, j'ai essayé de donner une représentation de ce vecteur W et du mode propre associé qui tourne dans la droite complexe, et j'ai fait des sens de rotation opposés, j'ai essayé de donner une idée de sens de rotation opposé, puisque les deux valeurs propres sont complexes conjuguées, donc ont des parties imaginaires opposées. Donc ça c'est très bien, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui se passe dans tout C2, c'est ce qui se passe dans R2. Donc là, on a une expression formelle des solutions, mais ça ne nous dit pas comment on peut dessiner les trajectoires dans R2. Si je reviens au slide précédent,
avec cette décomposition en mode propre, on a compris, on a une expression formelle de toutes les solutions dans C2 tout entier. Ce qui nous intéresse, d'abord, c'est les solutions réelles, mais ce n'est pas seulement d'avoir une expression formelle, c'est de les dessiner. Et pour faire ce dessin dans R2, ces deux dessins-là dans chacune des droites complexes, ils ne sont pas suffisants. Ça n'a rien d'évident à partir de ces deux dessins-là de faire le dessin dans R2. Alors, ces solutions réelles, là je suis passé au slide suivant, à défaut de les dessiner, en tout cas grâce au mode propre, on peut au moins les exprimer. Et pour les exprimer, vous avez un petit lemme, c'est-à-dire un petit résultat technique assez simple, qui vous dit que les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs propres, elles tombent dans R2 si et seulement si les coefficients de la combinaison linéaire sont complexes conjugués. Bon, petit lemme très simple, je vous laisse lire la démonstration. Du coup, nos solutions complexes dont on avait obtenu ici l'expression générale comme combinaison linéaire des deux modes propres complexes conjugués, ces solutions complexes, en fait, elles sont réelles si et seulement si quoi? Si et seulement si les coefficients C puissance lambda t et C star puissance lambda bar t sont eux-mêmes complexes conjugués. Et ça, c'est le cas si et seulement si C et C star eux-mêmes sont complexes conjugués. Autrement dit, si les deux termes de cette somme sont complexes conjugués, ce qui veut dire que les solutions réelles, elles s'écrivent sous la forme C puissance lambda t w plus son complexe conjugué qu'on peut écrire sous la forme 2 parties réelles de C puissance lambda t w. Si ça vous rappelle le chapitre équation différentielle, c'est normal. C'est les mêmes expressions, c'est les mêmes calculs, c'est les mêmes phénomènes de fond, si vous voulez. La seule différence, c'est que dans le chapitre équation différentielle, on avait des scalaires. Là, on a des vecteurs, c'est-à-dire on a des expressions qui ont deux composantes. W, il a deux composantes. Par ça, c'est le même phénomène. Et vous avez donc cette expression générale des solutions réelles, qui est résumée par ce slogan, les solutions réelles à valeur réelle sont les parties réelles de tous les multiples complexes d'un des deux modes propres complexes. Et ça ne nous permet toujours pas de tracer les trajectoires dans R2, qui est notre objectif. Donc vous voyez, on est dans la sous-section 4.6.3, mais ce qu'on a fait dans 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, pour l'instant, on a fait quelque chose qui ne nous a pas fait beaucoup avancer. On a posé le cadre, on a posé des notations, on a une expression générale des solutions réelles, mais on n'a pas beaucoup avancé vers notre objectif qui est de dessiner les trajectoires. Alors on va aller au slide suivant pour voir si enfin on avance vers cet objectif. Et bien 4.6.4, toujours pas. Toujours pas parce que regardez, 4.6.4, on a à nouveau fait ce qui avait si bien marché en réel et qui consiste toujours à exploiter notre base de vecteurs propres, on a diagonalisé. C'est-à-dire qu'avec notre base de vecteurs propres, on peut définir une matrice de passage cette fois-ci à coefficient complexe. Et en conjuguant la matrice A par cette matrice de passage, vous obtenez une matrice diagonale D, mais diagonale à coefficient complexe. Et ça, dans le cas de valeurs propres réelles, ça avait très bien marché pour dessiner les portraits de phase. On les avait d'abord dessinés pour la matrice diagonale dans R2, puis on les avait transportés par la matrice de passage. Cette fois-ci, du côté de la matrice diagonale, c'est des portraits de phase dans C2. Et donc on n'a pas du tout envie de dessiner un portrait de phase dans C2 et le transporter par la matrice de passage. On a envie de dessiner dans R2. Et donc ce qu'il nous faut, c'est ce qu'on va faire enfin dans ce qui va venir ici dans la sous-section 4.6.5, c'est faire un changement de base, mais un changement de base dans R2, donc dans une nouvelle base de vecteurs de R2. Et comme le seul vecteur qu'on a à notre disposition, ou les seuls vecteurs, c'est les vecteurs propres qui sont complexes, qu'est-ce qu'on va faire? En désespoir de cause, en quelque sorte, on va prendre notre vecteur propre complexe W et on va en prendre la partie réelle. Et ça fait bien un vecteur de R2. Et puis, pour faire une base de R2, il nous faut un second vecteur. Alors, pour ce second vecteur, on aurait pu prendre partie imaginaire de W. En fait, on va faire quelque chose de très proche, mais qui va s'avérer plus agréable au niveau des calculs. On va prendre le vecteur W, le multiplier par I
donc ça le fait tourner en quelque sorte dans la direction propre complexe, hein, CW, et ensuite en prendre la partie réelle. Donc le second vecteur, ce sera partie réelle de I fois W. Partie réelle de I fois W, c'est moins partie imaginaire de W. Et ces deux vecteurs, eh ben, ils forment une base de R2. Alors ça, le fait qu'ils forment une base de R2, en pratique, vous n'avez même pas besoin de le vérifier, ça se voit tout de suite quand vous avez des vecteurs de 2 explicites. Mais bon, du point de vue du cours, il vaut mieux quand même s'assurer qu'ils forment toujours une base de R2 si on veut l'utiliser. Et c'est le cas puisque avec ces deux vecteurs, vous avez la partie réelle de W, puis aussi une près, vous avez la partie imaginaire de W. Donc en les combinant à coefficients complexes, vous obtenez W et vous obtenez aussi W bar. Et donc vous obtenez tous ces deux, puisque W et W bar forment même une base de C2. Et ça montre bien que ces deux vecteurs ne sont pas collinaires. S'ils étaient collinaires, par combinaison linéaire à coefficients complexes, vous engendreriez une droite complexe de C2, mais pas C2 tout entier. C'est ce qui est expliqué ici, dans ce petit paragraphe. Bref, partie réelle de W et partie réelle de IW forment une base de R2, et c'est cette base qu'on va utiliser pour faire notre changement de base, et on va voir que ça nous permet de nous ramener à une matrice conforme. On voit ça, slide suivant. Et bien nous y voilà. Et vous voyez, une fois que vous avez choisi les deux vecteurs qui vont constituer la nouvelle base, la suite, c'est-à-dire obtenir la matrice dans cette nouvelle base de la transformation définie par la matrice A, et bien c'est un bête calcul, et c'est un calcul que vous savez faire. Et voilà la matrice qu'on va obtenir après changement de base. C'est une matrice conforme. Plus exactement, c'est la matrice conforme associée au nombre complexe lambda. Et lambda, c'est la valeur propre de partie imaginaire strictement positive. Alors allons-y pour le calcul, qui ne pose pas de difficulté particulière. Pour obtenir la matrice dans la nouvelle base, on ne va pas utiliser la formule de changement de base avec une matrice de passage P-1 AP, mais on va tout simplement directement calculer l'image des vecteurs de la nouvelle base, partie réelle de W et partie réelle de IW, l'image par A, et cette image, on va l'exprimer en fonction de réel de W et de réel de IW. Et ça, c'est un calcul qui se passe très bien, puisque partie réelle de W et partie réelle de IW sont des vecteurs qui, bien sûr, ont une expression simple en fonction de W et de W bar. Or, W et W bar, c'est des vecteurs propres pour A. Donc, l'image par A de W et de W bar, elles ont des expressions très simples, les images. Et une fois que vous avez, c'est cette égalité-là, intégré l'effet de la transformation A sur W et W bar, qui est juste un effet de multiplier par lambda et lambda bar, ben, il faut introduire la partie réelle alpha et la partie imaginaire bêta de lambda, et donc décomposer lambda et lambda bar en partie réelle et partie imaginaire. Et quand vous développez, et que ensuite vous regroupez pour essayer de faire apparaître de nouveau, donc dans l'expression obtenue, les vecteurs partie réelle de W et partie réelle de IW, ben, à partir de A partie réelle de W, vous obtenez les deux coefficients alpha et bêta, qui vous donnent quoi dans la matrice? La première ligne, la première colonne? La première colonne, bien sûr. Hein. Les deux colonnes contiennent les coordonnées dans la nouvelle base des images par la transformation des vecteurs de la nouvelle base. Donc ça donne la première colonne. Et puis vous refaites la même chose pour partie réelle de IW, c'est essentiellement le même calcul, à des petites nuances de signes près, ce qui justement va vous donner la deuxième colonne. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ce changement de base permet de se ramener à la matrice conforme associée au nombre complexe lambda. Essentiellement, il ne reste plus qu'à dessiner, mais dans le slide suivant, on va préciser un peu quelques notations. On y va tout de suite. Donc on touche au but. Le but, c'est le tracé du portrait de phase dans R2 du système différentiel initial. On touche au but.
Mais avant ça, et pour rendre les figures qui vont suivre les plus claires possibles, juste quelques éléments de notation. La matrice de passage de la base canonique vers notre base partie réelle de W, partie réelle de IW, on va la noter Q. D'habitude, une matrice de passage, on la note plutôt P. Mais ici, on a déjà une matrice P. C'est la matrice qui permet de diagonaliser. Regardez, je suis revenu quelques slides en arrière. P, c'était la matrice de passage de la base canonique vers la base diagonalisante, complexe, base de C2. Et P conjugué A une matrice diagonale avec les valeurs propres complexes. Du coup, pour notre conjugaison, pour notre changement de base dans R2, on ne peut pas adopter la notation P, donc on a adopté la notation Q. Quant à la nouvelle matrice, la matrice obtenue en conjuguant A par la matrice Q, donc ça c'est la formule de changement de base pour le coup, et on a montré que cette matrice, c'était la matrice conforme, voilà, et bien on la note C comme conforme. En revanche, au niveau des coordonnées, on a gardé les mêmes notations, donc grand X égale petit y, les coordonnées dans la base canonique, les anciennes coordonnées, et grand U égale petit v, les coordonnées dans la nouvelle base. Même si ce n'est pas la base diagonalisante, là c'est notre base qui permet de se ramener à une matrice conforme. Et donc là on redit ce qu'on a dit de manière plus générale pour n'importe quel changement de base en n'importe quelle dimension dans la section précédente, la section 3. On dit que la transformation associée au changement de base, qui transforme les nouvelles coordonnées en les anciennes en fonction des nouvelles. Décidément, ce slogan, on ne s'en lasse pas. Et bien, cette transformation, elle met en correspondance les solutions, donc le portrait de phase du système différentiel. Alors, d'une part, U point égale CU, ce sera côté droit, et d'autre part, le système différentiel dans les anciennes coordonnées, x point égale AX, ça ce sera côté gauche. Et donc le grand coup, c'est que côté droit, U point égale CU, comme C est conforme, on saura représenter. On saura dessiner côté droit. Du coup, pour obtenir le dessin côté gauche, qui est l'objectif final, il suffira de déformer le dessin côté droit par la matrice Q, et ça, on sait faire aussi. C'est vraiment le même principe que quand c'était diagonalisable sur R, sauf que côté droit, on n'a pas le portrait de phase d'une matrice diagonale avec les deux axes propres, horizontal et vertical. On aura un portrait de phase conforme, des spirales. On passe au slide suivant. Et donc, voilà ici, côté gauche, sur cette figure, une illustration de ce qu'on vient de dire. Supposons que côté droit, juste pour donner un exemple le plus simple possible, les trajectoires, ce soit non pas des spirales, mais des cercles, c'est-à-dire que la partie réelle alpha de la valeur propre lambda soit nulle, donc côté droit, c'est des cercles. À ce moment-là, l'expression de la matrice Q, vous prenez les deux colonnes, ça vous donne les images côté gauche des vecteurs de la base canonique côté droit, les images par la transformation Q, les voilà. Et donc, côté gauche, vous allez dessiner au mieux, c'est pas au millimètre, c'est au mieux, la manière dont, ici, les cercles sont déformés. Vous pouvez vous aider pour passer du dessin côté droit au dessin côté gauche. Là, j'ai avancé d'un slide, c'est le cas d'une spirale. Vous pouvez vous aider, par exemple, du dessin de ce carré de côté 2 centré en 0 et de son image par la transformation Q. Vous voyez, ce parallélogramme côté gauche, image du carré côté droit, vous aide, vous guide pour rendre compte à peu près d'une forme d'ellipticité ici des spirales, alors qu'ici on a des spirales isotropes. Vous voyez, isotrope, ça veut dire équivalent dans toutes les directions radiales. Vous voyez, le dessin côté droit, il est équivalent dans toutes les directions radiales. Côté gauche, c'est plus le cas, il y a un écrasement, il y a une forme d'ellipticité dont l'image de ce carré, ce parallélogramme image du carré, permet de rendre à peu près compte. C'est pareil, et c'est à la limite encore plus facile si on a des cercles côté droit, vous dessinez ce carré, son image parallélogramme, vous savez le dessiner, puisque, encore une fois, les vecteurs Q de I, Q de J, c'est les vecteurs colonnes de la matrice Q. Et donc, ça vous permet de rendre compte de l'écrasement, de la déformation, de l'ellipticité des trajectoires côté gauche, qui sont des ellipses. Enfin, dans ce cas-là, si côté droit, c'est des cercles, côté gauche, ce sont des ellipses. Alors là, je suis revenu 2 slides en arrière,
Et c'est ce slide un peu chargé de compléments, de remarques complémentaires qui ne sont pas absolument indispensables. Donc si vous êtes très pressé, vous allez tout de suite un peu plus loin. On va revenir sur les exemples. Mais je voulais juste dire que le fait que quand côté droit c'est les cercles, côté gauche c'est les ellipses, on ne l'a pas réellement montré. Donc je vous le dis, on le voit, vous le voyez sur les applets, mais on ne l'a pas réellement démontré. Et on ne va pas le faire parce que ça relève plutôt du programme de deuxième année. Parce que c'est une question qui relève de ce qu'on appelle l'algèbre bilinéaire. Alors je ne vais pas vous en dire plus parce que justement vous le ferez en deuxième année, mais en première année c'est l'algèbre linéaire, tout court, pas bilinéaire. Et donc si on voulait très bien faire les choses, on aurait besoin de ces outils d'algèbre bilinéaire qui permettent d'expliquer pourquoi les cercles côté droit sont transformés en des ellipses côté gauche, et aussi quel est le grand axe, le petit axe de ces ellipses, et l'ellipticité, c'est-à-dire le rapport des longueurs des grands axes, du grand axe et du petit axe. Les ellipses, elles n'ont pas toutes la même taille, puisque le plan est feuilleté par des ellipses, rempli par des ellipses, mais elles ont toutes le rapport entre longueur du grand axe et longueur du petit axe, lui, il est le même pour toutes les ellipses. Et donc, si on avait ces outils d'algèbre bilinéaire, on saurait choisir côté droit une base orthogonale qui est envoyée côté gauche sur les deux directions qu'on appelle les directions principales, ce n'est pas des directions propres, de ces ellipses. Et en quelque sorte, c'est ces informations d'algèbre bilinéaire qui permettraient de vraiment bien décrire comment on passe du côté droit au côté gauche. Mais on est en première année, et donc on ne va pas faire les choses parfaitement bien. On va attendre la deuxième année pour les faire. On va se contenter de représenter côté gauche l'image de ce carré ou l'image de ce carré pour rendre compte de l'ellipticité. Et tout ça, c'est ce qui est dit dans ce paragraphe un peu long là. Une autre remarque, ici, maintenant je vais parler de ce paragraphe-là, l'autre remarque, c'est que comme on a choisi de faire toute notre construction de changement de base à partir de la valeur propre lambda de partie imaginaire strictement positive, ça c'est un choix. On aurait pu aussi choisir l'autre valeur propre, je vais y revenir tout de suite après. Mais comme on a fait ce choix, côté droit, ça tourne toujours dans le sens trigonométrique. Toujours, à cause de ce choix. En revanche, côté gauche, ça peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Et le sens de rotation côté gauche, ça va dépendre du fait que la matrice Q de changement de base préserve ou non l'orientation. Si la transformation Q préserve l'orientation côté gauche, ça va tourner dans le même sens, donc dans le sens trigonométrique. Si Q renverse d'un côté gauche, ça va tourner dans le sens trigonométrique rétrograde, autrement dit dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on passe aux deux slides suivants pour revenir à nos deux dessins, plutôt nos deux exemples explicites de changement de base conforme. Alors, voici le premier exemple. Ça, c'est le deuxième. Donc, voici le premier. Et pour vous montrer à quel point ce que vous avez concrètement à faire est simple pour obtenir ce dessin côté gauche, je vais, sur ce premier exemple, refaire les calculs entièrement de manière manuscrite sur le slide. On y va. Donc, ce qui vous est donné au départ, c'est juste la matrice A. Rien d'autre. Vous avez juste cette matrice-là. Vous calculez le polynôme caractéristique. Le voilà. Le voilà. Vous pouvez même l'écrire avec la formule magique lambda 2 moins t lambda plus d, si vous la maîtrisez, c'est moins t lambda, attention. Mais bon, vous pouvez. Vous calculez les racines. Voilà les racines. Et là, vous vous dites, pas de bol, elles sont complexes conjuguées, j'aurais préféré qu'elles soient réelles, c'est quand même plus simple. Oui, ok. Mais bon, c'est comme ça, elles sont complexes conjuguées. Et puis au passage, vous vous dites aussi, mais quand même, ces profs, qu'est-ce qu'ils sont à la fois forts et sympas. C'est vraiment des génies super sympas de nous mettre à chaque fois des deltas avec des carrés parfaits. Donc là, le jour où les vidéos seront sur YouTube, il faudra mettre des likes. Mais bon, pour l'instant, on continue. Une fois que vous avez votre valeur propre, vous avez déjà l'expression de la matrice conforme, on est d'accord. La partie réelle de la valeur propre vous donne les coefficients diagonaux, et la partie imaginaire de la valeur propre vous donne
des coefficients, on va dire, antidiagonaux, enfin sur la deuxième diagonale. Donc rien qu'avec le calcul de la valeur propre, vous pouvez déjà faire le dessin côté droit. C'est des spirales qui tournent toujours dans le sens trigonométrique, côté droit, puisqu'on a choisi la valeur propre de partie imaginaire positive. Et comme la partie réelle est négative, les solutions se rapprochent de 0 en spiralant. Pour obtenir le dessin côté gauche, il vous faut calculer la matrice Q, et donc il vous faut calculer le vecteur propre W associé à la valeur propre lambda pour en prendre ensuite la partie réelle, et puis la partie réelle de I fois ce vecteur. Et W, vous allez le choisir comme un vecteur générateur du noyau de A moins lambda identité, qui est égal à cette matrice. Puisqu'il y a deux valeurs propres complexes conjuguées, enfin plus exactement, puisque les deux valeurs propres diffèrent, elles sont algébriquement simples, et donc vous savez a priori que cette matrice est de rang 1, puisqu'elle a un noyau de dimension 1. Attention, ça c'est spécifique à la dimension 2. Hein. Si on était en dimension 3, pour avoir un noyau de dimension 1, pour une valeur propre algébriquement simple, il faudrait que la matrice soit de rang 2. Mais en dimension 2, la matrice elle est de rang 1. Alors, ça se voit un peu moins facilement qu'en réel. Pour passer de la colonne de droite à la colonne de gauche, manifestement, il faut multiplier par 1 moins 2i, et ça marche aussi au niveau de la deuxième ligne. Ça se voit un peu moins bien qu'en réel, mais c'est vrai, vous pouvez le vérifier par le calcul, c'est vrai. Donc les deux colonnes sont proportionnelles, et de la même manière, les deux lignes sont proportionnelles. Et donc les deux formes linéaires associées aux deux lignes ont le même noyau. Et donc pour trouver le noyau de cette matrice, il suffit de chercher le noyau de la première ligne. Et regardez comme c'est simple, pour trouver un vecteur qui est dans le noyau de la première ligne, vous prenez les deux composantes, vous les échangez, et vous changez le signe d'une des deux. Vous multipliez une des deux par moins 1. Du coup, un vecteur du noyau, possible, pas unique, hein, c'est pas le seul possible, mais impossible, c'est ce vecteur-là W, 1 moins cette composante-là en deuxième composante, moins 1 plus 2i. Attention au passage, vous vous en rendez compte ici, votre vecteur W, il n'est pas du tout unique, donc votre matrice de passage Q, elle n'est pas unique, ce que j'ai écrit ici. La matrice A, elle est donnée, vous n'avez pas le choix. Les valeurs propres, elles sont données, vous n'avez pas le choix. Vous avez le choix éventuellement d'adopter, enfin le fait d'adopter la valeur propre de partie imaginaire positive, à la limite c'est un choix, enfin c'est un choix binaire, c'est un choix qu'on a fait conventionnellement, mais du coup une fois que vous avez fait ce choix-là, la matrice C conforme à laquelle vous allez être conjugué, vous n'avez pas le choix, donc le dessin côté droit, vous n'avez pas le choix. Ça diffère un peu du cas réel. Dans le cas réel, on avait deux dessins possibles côté droit, puisqu'on pouvait intervertir les deux directions propres. Ici, en complexe, une fois que vous avez choisi la valeur propre de partie imaginaire positive, vous n'avez pas le choix sur le dessin côté droit. Et a priori, vous n'avez pas non plus vraiment le choix sur le dessin côté gauche, puisque il est défini par la matrice A, qui est donnée. En revanche, la matrice de passage Q, ça paraît un petit peu contre-intuitif, mais là, vous avez le choix. Puisque vous pouvez, à partir par exemple de ce choix-là du vecteur W, vous multipliez ce vecteur W par n'importe quel nombre, non seulement réel, mais même complexe, vous aurez encore un vecteur propre, qui vous définira une autre matrice Q. Une autre matrice Q pour laquelle vous n'aurez pas le même parallélogramme côté gauche, mais en fait, au niveau de la déformation des spirales en spirale écrasée, vous aurez le même dessin côté gauche. Encore une fois, pour vraiment bien faire les choses, je reviens au slide précédent, il faudrait choisir un peu mieux, un peu plus précisément, de manière moins arbitraire la transformation Q, en utilisant les outils de l'algèbre bilinéaire, pour que les axes de la base canonique côté droit soient envoyés sur les axes principaux de l'ellipticité côté gauche. Bref, je ne peux pas être trop compréhensible là, puisque vraiment ça repose sur les outils de deuxième année. Donc je ne vais pas en dire plus, on revient au dessin. Et donc, comme on est en première année et qu'on ne calcule pas l'ellipticité, mais qu'on dessine juste un carré côté droit et le parallélogramme côté gauche, eh ben, ce n'est pas unique. La manière de faire le dessin du parallélogramme n'est pas unique. Mais en revanche, l'écrasement, lui, on trouvera toujours la même chose. Le dessin côté gauche, bien sûr, il est unique, il est défini par la matrice A. En pratique, vous choisissez le vecteur W le plus simple possible. Bon là, difficile de faire plus simple que cette expression-là. Vous prenez la partie réelle de ce vecteur 1 moins 1, ça vous donne la première colonne de la matrice Q.
vous le multipliez par i, et vous reprenez la partie réelle, vous aurez 0, moins 2, la deuxième colonne de la matrice Q. Côté droit, vous prenez vos deux vecteurs i et j, avec un petit chapeau pour ne pas confondre avec le nombre complexe i. C'est les notations de 3 blue, 1 brown, ces notations-là. Vous les transportez par la matrice Q, vous voyez, on reconnaît 1, moins 1, le vecteur rouge, 0, moins 2, le vecteur bleu. Vous dessinez votre parallélogramme côté gauche, vous transportez au mieux les spirales en essayant de rendre compte de l'écrasement, de la déformation, et c'est fini. Attention, très important, si Q renverse l'orientation, ce qui est le cas ici, regardez le déterminant de Q c'est moins 2 négatif, Q renverse l'orientation, ça se voit aussi géométriquement, hein, que pour passer de la base là, rouge-bleu côté droit à la base rouge-bleu côté gauche, ça renverse, vous le voyez. Comme Q renverse l'orientation, ça renverse le sens de rotation des spirales. Côté droit, c'est le sens trigo, toujours, toujours. Côté gauche, puisque Q renverse, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Et en mettant tout ça ensemble, en 2 temps 3 mouvements, vous avez dessiné à peu près, pas au millimètre, l'allure de l'espace des phases côté gauche, ce qui était le but. Bon, vous avez aimé les spirales? Vous allez adorer les ellipses. Et donc, un petit cadeau en bonus, vraiment parce que c'est vous, on va faire le cas suivant, le cas du slide suivant, pareil. On y va. Même principe, tout ce qu'on vous donne, c'est la matrice A. Le polynôme caractéristique, il est encore plus simple, c'est lambda 2 plus 4. Les valeurs propres, 2i moins 2i. Côté droit, les trajectoires, super cool, c'est des cercles. Et sur ces cercles, il faut tourner dans le sens trigonométrique, toujours. L'expression de lambda, au passage, vous n'avez même presque pas besoin d'ailleurs de l'exprimer, mais enfin, l'expression de lambda vous donne la matrice conforme côté droit. Partie réelle nulle, donc des 0 sur la diagonale. Partie imaginaire 2, donc moins de 2 sur la deuxième diagonale. Et pour trouver, ou plutôt pour choisir votre matrice de passage Q, il vous faut choisir un vecteur non nul dans le noyau de cette matrice, qui est de rang 1. Ça ne soit pas forcément très facilement sur les expressions à cause des nombres complexes, mais elle est bien de rang 1, cette matrice, vous le savez a priori. Et donc vous choisissez la ligne la plus simple des deux, c'est encore la première, et vous inversez les deux coefficients de place, c'est-à-dire vous échangez les deux coefficients, ça vous donne les deux coordonnées du vecteur propre, et vous multipliez une des deux coordonnées par moins 1. Donc par exemple, vous pouvez choisir W égale ce vecteur. Partie réelle de W, la première colonne de la matrice Q, partie réelle de IW, multiplié par I, 0,2, deuxième colonne de la matrice Q. Ça vous donne votre vecteur rouge et votre vecteur bleu. Côté gauche, image par Q, des vecteurs I rouge et J bleu de la base canonique côté droit. Vous dessinez votre carré côté droit, l'image qui est un parallélogramme côté gauche, et ça vous permet de rendre compte, en gros, pas au millimètre près, mais en gros, de l'ellipticité des trajectoires côté gauche. Si on avait été en deuxième année, on aurait été... on aurait eu un an de plus, on aurait eu les outils d'algèbre linéaire, on aurait calculé les axes principaux de ces ellipses, grand axe, petit axe, et l'ellipticité. Mais on s'en fiche, on va se contenter de ce dessin à peu près. Au passage, vous voyez, dans ce second cas, Q ne renverse pas l'orientation, son déterminant c'est 2, positif, et aussi ça se voit graphiquement, que pour passer de droite à gauche, vous ne renversez pas l'orientation. Donc le sens de rotation côté droit, qui est toujours le sens trigo, il est préservé cette fois-ci quand on passe de droite à gauche. Donc côté gauche, ça tourne sur ces ellipses, dans le sens trigo. Et c'est pas plus compliqué que ça. Au passage, un élément de terminologie, c'est ce qu'on appelle un centre. Centre pour désigner un terme qui évoque cette forme, disons, cette forme d'ellipse concentrique. Alors que dans le cas de spirale qui tendent vers 0, on va appeler ça un foyer, s'il y a des spirales, et là attractif parce que les spirales se rapprochent de 0, sinon ce serait un foyer répulsif. Au passage, et parce que je ne suis pas sûr d'avoir parlé de la terminologie dans les valeurs propres réelles, je ne suis plus tout à fait sûr. Si les valeurs propres sont réelles opposées, on va parler de col, et on parle de col parce que les trajectoires évoquent les ensembles de niveaux d'un col sur une cartésienne, en anglais saddle, comme selle. Et si les valeurs propres sont réelles, distinctes et de même signe, on va appeler ça un nœud. Je crois que j'en avais parlé en fait, parce que la forme
des trajectoires, évoque comme une espèce de nœud fait avec des cordes, quoi, hein, avec des lacets. Bah, c'est un terme comme un autre, on va dire. Et là, on va le qualifier d'attractif, puisque les deux valeurs propres sont réelles négatives, sinon ce serait un nœud répulsif. Et revoilà le petit tableau qu'on avait vu et qui fournissait précisément ces terminologies, alors en français et puis les traductions en anglais. En fait, les 5 premiers cas, les 5 premières lignes correspondent à des cas génériques, vous voyez, c'est des inégalités strictes sur le discriminant sur la trace. Puis ensuite, vous avez les cas non génériques, c'est-à-dire les transitions entre les cas génériques dans lesquels vous avez un des éléments qui s'annule. Et pour centre, on a un terme spécifique, parce qu'il y a un terme naturel qui s'impose d'après l'allure du portrait de phase. Et pour les autres cas intermédiaires, vous voyez, on ne s'est pas trop embêté, on a combiné les deux termes pour dire nœud foyer, c'est intermédiaire entre un nœud et un foyer, et nœud col intermédiaire entre un nœud et un col. Et revoici le plan trace déterminant du slide 51, on l'avait déjà rencontré. Mais par rapport à la première fois où on l'a rencontré, ce slide, il y a quelque chose de complètement différent. C'est quoi? C'est quoi qui a radicalement changé? Ah bah c'est pas le slide, hein, le slide c'est le même. C'est vous bien sûr. Plutôt, c'est votre niveau de compréhension de ce plan trace déterminant, de ce dessin. Puisque maintenant vous comprenez tous ces portraits de phase, vous savez pourquoi ils ont ces allures, vous savez interpréter ce que ça représente, et même vous savez les dessiner, vous savez les refaire dans des cas particuliers. À une exception près, sur la parabole, quand il y a deux valeurs propres doubles, ça on ne l'a pas encore fait. Ça, le cas de la valeur propre double, c'est ce qui figure non diagonalisable, c'est ce qui figure dans la dernière partie de cette section 4, hors programme. Parce que c'est un cas non générique. Voilà, excusez-moi, c'est un cas non générique et donc je vais le traiter dans une petite vidéo complémentaire séparée. Mais donc, mis à part ce qui se passe sur la parabole, et même ce qui se passe sur la parabole, vous verrez avec la section 5 que vous apprendrez à les tracer tout simplement comme un dessin intermédiaire entre un dessin avec des spirales et un dessin sans spirale. Vous verrez, en fait, vous saurez les tracer pratiquement à l'intuition. Mais bon, de toutes les façons, tout le reste sur ce plan de trace déterminé, trace déterminant, tout le reste, vous le connaissez, vous le comprenez. Et la très très bonne nouvelle, c'est quand vous croiserez quelqu'un ou quelqu'une ou avec ce t-shirt ou avec ce mug, vous pourrez dire je connais. Mais surtout, et c'est quand même plus intéressant qu'un mug ou qu'un t-shirt, cette appelette du MIT, Matrix Entry, en décochant la case Companion Matrix, en la décochant, de manière à avoir une matrice avec 4 coefficients libres et pas la matrice compagnon qu'on verra à la section suivante, et bien, en fonction de là où vous vous trouvez dans le plan trace déterminant, vous savez interpréter la position des valeurs propres, l'allure du portrait de phase, la terminologie utilisée pour désigner ce portrait de phase, et vous savez expliquer ce qui se passe lorsque vous faites varier un paramètre et que vous passez d'une zone à l'autre en passant par ce cas critique, c'est le seul cas qu'on n'a pas vraiment étudié, et vous savez expliquer pourquoi dans la zone jaune ce sont des spirales et dans la zone verte vous avez deux valeurs propres réelles, attractives côté gauche et donc un nœud attractif, nodal sync. Au passage, quand on est passé du jaune à vert, vous avez vu en bas à gauche les valeurs propres passer de complexe conjugué à réel. Lorsqu'on atteint la frontière entre le vert et le bleu, eh bien, une des valeurs propres s'annule. C'est dégénéré, c'est l'intermédiaire entre un nœud attractif et un col. Si on passe de l'autre côté, du côté du bleu, la valeur propre nulle devient légèrement répulsive, vous l'avez vu, clac, légèrement attractive, nulle, légèrement répulsive. Et vous avez un point sel, un point col en français, ou sel. Eh bien, je vous encourage à jouer un petit peu avec cette applette. Par exemple, vous pouvez observer que, regardez, vous pouvez observer plein de choses. Quand on se rapproche du jaune, les deux directions propres réelles, vous les voyez, elles se rapprochent. Là, elles s'éloignent parce que je me suis éloigné du jaune. Je me rapproche du jaune, elles se rapprochent, jusqu'à se confondre en une seule.
puis disparaître. Et il s'est passé la même chose au niveau des valeurs propres. Vous avez vu, les valeurs propres réelles se rapprochent, se rapprochent, se rapprochent. Les directions propres réelles se rapprochent, se rapprochent. Clac, elles se confondent. Clac, elles deviennent complexes conjuguées, les valeurs propres, et elles disparaissent, les directions propres réelles. Et si, dans la zone jaune, on se rapproche des paramètres de trace nulle, les spirales se rapprochent de plus en plus de cercles et deviennent exactement des cercles. J'arrive pas. Si c'est bien ça, elles vont devenir exactement des cercles quand on va arriver sur la droite de trace nulle dans le plan des paramètres. Puis quand on passe de l'autre côté, les spirales vont devenir répulsives. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Bravo pour l'avoir suivi. Savourez bien tout ce que vous avez appris, jouez avec l'appelette. Et rendez-vous dans la vidéo consacrée à la section 5 pour faire le lien avec les équations différentielles linéaires d'ordre 2 du premier semestre.